Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Un timbre, une histoire. Aujourd'hui, nous allons parler du hacker de la Seconde Guerre mondiale, d'un héros de la résistance française illustré sur un timbre de 1957. Ce héros est Robert Keller. Robert Keller participe à la Première Guerre mondiale en tant qu'opérateur télégraphique et attrape le virus des réseaux et de la télécommunication. Après la guerre, il passe son diplôme d'ingénieur et devient un chef de réseau et surtout responsable des lignes souterraines à grande distance. C'est ce poste qui va avoir son importance pour la suite. En 1940, Paris est occupé par les Allemands. Le capitaine Combaud est affecté à l'administration des PTT. Le capitaine, malgré qu'il était affecté par Pétain, est un résistant de la première heure. Dès son arrivée, il s'intéresse aux câbles téléphoniques Paris-Metz et Paris-Strasbourg. Et il fait bien de s'y pencher. Paris est le centre de commandement allemand en France. Ces deux câbles acheminent la totalité des échanges téléphoniques entre la France et Berlin. Il veut pirater ces lignes, mais n'a pas de solution. Tous les membres des PTT sont sous étroite surveillance. Les Allemands ne sont ni naïfs, ni bêtes, et connaissent le danger d'être écoutés en temps de guerre. Les Allemands mettent en garde que tout dommage aux moyens de communication sera puni de la mort, et ils installent dès leur arrivée une garnison pour surveiller le travail des PTT. En pratique, chaque employé des PTT a un Allemand qui le surveille, lui-même surveillé par des membres de la Gestapo. Les stations relais sont protégées par des barbelés et une escouade de soldats. Combaud connaît la réputation de Robert Keller et décide de le recruter. Il est connu pour ses connaissances, son courage et son patriotisme. Ses amis l'appellent d'ailleurs le Lion pour sa bravoure et d'anciens actes de résistance. Keller, motivé par l'idée de mettre Hitler sur écoute, accepte avec enthousiasme et propose rapidement une solution. Son plan, bien qu'extrêmement dangereux, peut marcher en théorie. Il pense à une piqûre sauvage sur les câbles pour écouter les conversations téléphoniques. Une piqûre est une dérivation. L'opération est dangereuse, très dangereuse, et nécessite une équipe. Keller recrute 4 techniciens et 2 vérificateurs dont il a une confiance aveugle, qui vont risquer leur vie avec lui. Ils deviennent ainsi membres du mouvement Vengeance, dans la cellule Turma, chargée du renseignement pour la résistance. Keller songe à sa femme et ses 4 enfants, ainsi que ses 6 amis qui seront tués avec lui s'il y a le moindre soupçon des Allemands. Malgré le risque, les préparatifs du plan commencent rapidement. Il décide que c'est le cap Paris-Strasbourg qui sera piqué en premier. Keller et ses collègues résistants étudient discrètement les multiples problèmes et les résolvent un par un. Keller référence tous les câbles à piquer, où le faire et quand. Avec l'aide de la résistance, ils achètent un pavillon à Noisy-le-Grand, à seulement 6 mètres du câble. Ils arrivent à acheter des amplificateurs à haute impédance et une tonne de matériel sans se faire repérer. Les fenêtres du pavillon sont calfeutrées, avec l'excuse d'une fuite d'eau, et installent tout le matériel. L'entreprise vraiment périlleuse commence. La nuit, ils creusent une tranchée du câble Paris-Strasbourg à la cave de la maison et y posent leur propre câble. Keller crée ensuite un défaut artificiel sur la ligne. La Wehrmacht l'appelle directement pour qu'il règle le problème. Jackpot, il est maintenant muni d'une autorisation officielle. Alors son équipe et lui chercher le point de rupture sur la ligne. Évidemment, pas besoin de chercher longtemps. La rupture, c'est devant la maison de Noisy-le-Grand. Ils commencent à creuser sous la surveillance allemande et à la tombée de la nuit, à nouveau sans surveillance, ils ouvrent le câble composé de 376 fils. Keller a référencé les 70 fils dans cet amas qui doivent être coupés, testés et ressoudés pour que le piquage fonctionne. Pour compliquer la tâche, des Allemands passent régulièrement en moto vérifier l'avancement. Mais le piquage est le point le plus dangereux du plan. Chaque coupure provoque une chute de tension qui peut être vue dans un centre relais rempli d'Allemands. Keller sait que c'est le moment où ils peuvent vraiment être découverts. C'est pour ça qu'il avait recruté 2 vérificateurs. Ils sont dans le centre relais avec les vérificateurs allemands et ils doivent trouver 70 diversions pour ne pas être pris la main dans le sac. Malgré tous les dangers, le travail est fait dans la nuit sans être repéré. Ce piratage de câbles, relevant presque de la magie, fonctionne dès le lendemain, le 19 avril 1942. La source K pour Keller, est née. Les plus hauts dignitaires du Troisième Reich, dont Hitler, sont sur table d'écoute. Les écoutes sont d'une richesse inimaginable. La position, l'effectif des troupes et du matériel, les stratégies de guerre, les horaires de départ des bateaux et des trains, les départs de raids aériens, les pertes dues aux attaques alliées, et tout ce qui peut passer par cette ligne. Toutes les informations sont envoyées par Keller en Angleterre. Les informations de la source K sortent de la maison écrite sur des factures à l'encre invisible. Le 16 décembre 1942, Keller décide d'utiliser la même méthode avec les mêmes risques insensés à Livry-Gargan pour pirater la ligne Paris-Metz. Malheureusement pour lui, les visites de la Gestapo dans son appartement parisien deviennent incessantes. Les Allemands ont des soupçons. Le 23 décembre 1942, les soupçons sont confirmés. Mais pas à cause d'une erreur, mais d'une dénonciation d'un collabo. Keller est convoqué au siège de la Gestapo. Il refuse de s'enfuir pour protéger sa femme, ses enfants et son opération. Au siège de la Gestapo, Keller explique le système d'écoute de Livry-Gargan quand il lui apprend qu'un de ses techniciens a avoué après 2 heures de torture. Lui, malgré la torture, ne dénoncera aucun de ses amis et assumera les installations seul. Keller est condamné à la déportation pour le sabotage de Paris-Metz avec 2 de ses techniciens. Le Troisième Reich, la Gestapo, n'a a priori jamais eu connaissance du piratage de l'autre ligne, Paris-Strasbourg.
L'histoire s'arrête malheureusement ici. Notre héros meurt du typhus dans un camp de concentration la veille de l'arrivée des Américains. Il sera décoré à titre posthume de la Légion d'honneur, la Croix de guerre et la médaille de la Résistance. Et donc du timbre de 1957. Merci d'avoir écouté cette histoire sur le pirate de la Seconde Guerre mondiale. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou à mettre un j'aime.